bonjour. Alors j'ai le plaisir de présenter le numéro 2 de la revue Afrique en mouvement, une revue de l'Université internationale de Rabat en collaboration avec l'Institut de recherche et de développement. Donc cette revue qui propose un numéro intitulé Confluence aux extrêmes et au sein duquel nous avons consacré un dossier qui s'est penché notamment sur la dynamique de l'extrémisme violent au féminin. Donc nous avons privilégié une approche genre pour deux raisons principales. La première, d'abord et avant tout, pour éclairer un angle mort de l'analyse, et la seconde intention derrière ce choix, c'est que le biais genre nous permet évidemment de mettre en relief une série d'éléments qui ne sont pas nécessairement visibles de prime abord. Donc un dossier pluridisciplinaire, un dossier qui lie différents terrains de recherche, et donc cette approche, je dirais, multiples facettes, met en dialogue une réflexion qui est en même temps axée sur de la recherche fondamentale, mais qui met également en miroir une série de réalités qui sont le reflet de la recherche-action. Alors, au sein du dossier, vous allez trouver notamment une saisie du contexte maghrébin, mais également de l'Afrique subsaharienne et quelques expériences du contexte européen. Donc, trois apports pour le terrain marocain, donc deux articles consacrés, puis un entretien avec la chercheure Leïla Fathi sur la question d'une relation entre notion de développement et problématique de l'extrémisme violent, mais également un éclairage sur la question du salafisme au féminin par le docteur Mohamed Outahar, mais également l'approche sur le champ du soufisme et notamment des Mourchidat par Maryam El-Haytami. Sur le terrain tunisien, nous avons un éclairage de Raoud Al-Gardi notamment dans l'expérience post-mouvement du printemps arabe dans le contexte tunisien, mais aussi sur les voies du salafisme en Égypte avec la chercheure Bourras. Donc ça c'est pour une partie, je dirais, de l'éclairage qui permet déjà de baliser un certain nombre de problématiques qui nous semblent être fondamentales. Ensuite, on a un pas de côté fort intéressant sur l'Afrique subsaharienne, notamment sur les dialogues en tension dans le contexte sénégalais, entre d'une part la voie du soufisme et d'autre part l'émergence et l'instauration et l'implication dans le débat public du wahhabisme, mais aussi une réflexion sur la réalité du Sahel par Béatrice Meza. L'expérience sénégalaise est éclairée par le docteur Seydi Diamelian. Donc on a également en parallèle une mise en perspective des contextes belges avec Natacha David sur un témoignage d'une expérience d'une jeune fille et aussi sur la réflexion sur la notion du dit djihadisme féminin mis en perspective, objectivé, analysé, déconstruit par l'anthropologue Dounia Bouzar. Parallèlement à la constitution de ce dossier, nous avons aussi en amont, et c'est d'ailleurs la tradition dans le rubricage de la revue, une analyse de concept qu'on a appelé les mains dans le cambouis, qui propose donc une saisie, une compréhension, parce qu'on sait très bien évidemment que mal choisir les mots, c'est l'ouverture sur les mots. Donc qu'est-ce que la notion du dit radicalisme, de l'extrémisme violent, etc. Tout ceci est proposé par la doctorante Yousra Hamdawi, et finalement deux lectures d'ouvrages dont l'un met en relief l'expérience malienne, également proposée par le docteur Seydi Diamelian, mais aussi une approche sur les politiques menées par les Pays-Bas et la Belgique sur la question notamment de la gestion du dit radicalisme dans ces contextes-là. Enfin, on a une rubrique un peu plus, je dirais, retour de terrain, avec une mise en relief par une expérience sur la question de la chaire culture et faits religieux proposée par Selma Saadi, parce que la chaire en tant que telle s'intéresse à ces thématiques-là et s'est engagée
par différents colloques internationaux au sein de l'UIR et une série de publications au travers de la problématique de l'extrémisme violent depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a voulu tracer cette logique de continuum et aussi, dans le cadre de la recherche-action, un retour de la doctorante Amina Mesguid sur notamment un colloque international mis sur pied par la Rabita Mohammediya des Ulama, notamment par le biais du centre Ta'aruf, en partenariat avec des organisations internationales sur ces questions-là. Donc voilà un peu les multiples facettes, et un dernier pas de côté sur une originalité, donc des bandes dessinées qui sont aujourd'hui proposées sur le traitement de cette thématique dans une logique de prévention, et il était tout à fait intéressant de s'en saisir, notamment par le jeune chercheur Yahya Daoud Idrissi, qui nous mettait en perspective le témoignage ou la trajectoire d'une jeune fille qui est à la base à Paris, qui se retrouve en Syrie, et il nous montre un peu cette mise en abîme de logique de basculement dans les voies extrêmes. Cette revue est disponible sur la web TV de l'Université internationale de Rabat, sur son site officiel uir.ac.ma. Vous pouvez également la télécharger sur le Facebook de la chaire Culture, Société et Faits religieux. Elle est bientôt disponible en version papier, et on vous remercie évidemment pour votre lecture attentive et puis vos retours, vos commentaires qui nous permettront évidemment de nourrir la réflexion. Bonne lecture à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Tahar, docteur en sociologie. Dans cette vidéo, j'aimerais présenter brièvement mon article qui a été publié dans le 2e numéro de la revue Afrique en Mouvement et qui s'intitule « Salafisme et processus de radicalisation non violente au féminin dans le contexte marocain ». Il s'agit en effet d'une analyse sociologique basée sur un corpus empirique de 20 entretiens avec des femmes salafistes. Deux idées principales ont tracé ma réflexion dans cette partie. L'une est liée à la question de salafisme, et l'autre est associée à celle de radicalité religieuse. En ce qui concerne le salafisme, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est de repenser un peu la littérature qui a été faite sur le salafisme et qui le réduit dans un mouvement, une idéologie, une organisation et une structure figée et passivement adoptée par les acteurs salafistes, etc. Donc, ce que j'ai démontré, c'est que, en fait, le salafisme, dans le cas des femmes salafistes, mes interviewées, devient en fait une ressource identitaire qui permet à ces femmes-là de construire leur identité individuelle, de s'individualiser. Et là, et dans ce sens-là, on s'inscrit plutôt dans ce que j'appelle le processus de salafisation. Ça veut dire le salafisme en tant qu'idéologie n'est qu'une phase dans ce processus de salafisation qui commence d'abord par un usage social et psychologique, après un usage doctrinaire et discursif du salafisme, et enfin, on arrive à un usage totalitaire et idéologique du salafisme. Et l'un des exemples que je vais citer ici, c'est le port de niqab. Le port de niqab qui n'est pas du tout religieux au départ chez ces femmes salafistes. Et la première, je dirais, leur première motivation dans cette action-là, c'est soit un besoin de protection, de reconnaissance, d'anonymat, etc. Ça veut dire toutes les motivations citées par ces femmes-là au départ, avant que le port de niqab soit théologiquement approuvé. Et même le recours au texte religieux pour être convaincu de
du port de niqab religieusement est aussi lié à une motivation de convaincre l'autre, l'entourage qui est opposé à ce changement de comportement, cette radicalité, on va parler de cela, cette radicalité de comportement. Et là, pour en sortir, il faut chercher des arguments. Et des arguments religieux sont la seule manière pour ces femmes-là pour se défendre. Ça, en ce qui concerne le salafisme. Quant à la radicalité religieuse, ce que j'ai essayé aussi de démontrer, c'est de dire que, en fait, la radicalité, on ne peut pas comprendre la radicalité religieuse chez ces femmes salafistes, sauf si on l'inscrit dans quoi? Dans le processus de radicalisation d'abord, mais aussi de la temporalité psychologique et sociale de ces femmes-là. Ça veut dire que la radicalité religieuse ne se mesure qu'en fonction de la vie précédente de l'individu. C'est la raison pour laquelle la femme qui était au départ, avant son engagement religieux, et spécifiquement salafiste, et ne porte pas le voile du tout, et là, c'est le changement radical qui va de non-port du voile au port du niqab. Donc là, on parle d'une radicalité religieuse. Et là, c'est la temporalité psychologique et sociale qui détermine même l'usage de la radicalité religieuse. Et dans ce sens-là, on peut parler, et ce que j'ai démontré en fait comme résultat de mon article, c'est que le radicalisme comme idéologie, doctrine fermée, ne permet pas de comprendre cette forme de changement chez ces femmes salafistes. La radicalité même comme prédisposition ne le permet pas, et on a proposé d'utiliser ce qu'on a appelé la radicabilité. La radicabilité, ça veut dire cette disposition, mais biographique, psychologique et sociale, d'être radical. Ça veut dire digère même cette possibilité d'être radical, mais qui est étroitement liée à la rationalité de l'acteur au sens weberien. Ça veut dire à ses motivations, ses objectifs, ses enjeux, ses désirs, etc. Donc, si on cesse de comprendre la radicalité religieuse sous forme de structure figée, idéologie et quelque chose qui vient de nulle part, on l'inscrit dans le processus de radicalisation. On peut le comprendre aussi par le biais de la radicabilité. On peut comprendre la complexité de phénomènes. La complexité de phénomènes où le religieux, l'existentiel, le psychologique et le social s'imbriquent mutuellement. Donc, voilà les deux idées principales de mon article, mais pour plus de détails, je vous invite à consulter mon article. Et merci. Je suis professeur d'islamologie et d'arabe en l'Institut Al-Muwafaqa et chercheur associé à la chaire culture, société et faits religieux de l'Université internationale de Rabat. J'ai eu le plaisir de contribuer au deuxième numéro de la revue Afrique en mouvement avec un article scientifique intitulé Radicalisme religieux et contestation de l'islam confrérique au Sénégal. Pourquoi ce thème? Parce que quand on lit la littérature dite africaniste, même si ce terme aujourd'hui n'est plus utilisé, autrefois on parlait de pays des confréries pour qualifier le Sénégal. Pourquoi? Parce que les 4 confréries soufis, que sont la Qadriya, la Tijaniya, la Mouridiya et la Layeniya, supplantent toutes les autres convictions idéologiques et orientations religieuses. Si on prend les musulmans du Sénégal, l'écrasante majorité est affiliée à l'une de ces confréries soufis.
et qui sont implantés quand même à travers des siècles au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que depuis les années 50, 1950, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de deux choses, les arabisants qui partaient dans les pays arabes, plus particulièrement en Algérie, mais aussi le développement du pèlerinage au lieu saint de l'islam, les gens qui revenaient sont venus avec de nouvelles manières de penser le religieux et de nouvelles manières de penser l'islam. Là, on va assister au début d'une contestation de cet islam confrérie, ou une contestation au début qui n'était pas un rejet absolu, sauf que avec le wahhabisme qui fait partie de ces courants contestataires, et ils sont nombreux au Sénégal, quand le wahhabisme arrive, cette contestation va s'accélérer, va simplifier, et pour une raison très simple, ils vont partir du principe que toutes les confréries sont des innovations blâmables, des bid'ah, et que toute bid'ah mène à l'enfer, et que de ce point de vue, pour qu'il y ait un vrai islam, il faudrait combattre cette bid'ah qui se manifeste à travers les confréries. Ce que je montre dans cet article, c'est dans quelle mesure cette contestation de cet islam confrérique pourrait être, dans certains cas, source de radicalisme, de ce qu'on appelle le radicalisme religieux. Et là, j'ai pris l'exemple de quelques prédicateurs au Sénégal, mais aussi de quelques jeunes qui sont engagés dans le djihadisme et qui soit sont passés par des réseaux wahhabites dans quelques localités, ou bien qui attaquaient directement le Sénégal depuis la Libye. Par exemple, je citais le cas d'un djihadiste sénégalais qui était en Libye et qui menaçait le Sénégal en disant la chose suivante: un jour on vous attaquera, et quand on vous attaquera, on commencera par Touba. Pourquoi Touba? Parce que Touba, c'est la capitale des Mourides. Du coup, ce lien entre le rejet du soufisme, le rejet des confréries et la critique du confrérisme et l'engagement djihadiste, même si ce n'est pas systématique, parfois on peut trouver des cas. C'est ça qu'on essayait d'expliquer dans le premier article. On a aussi proposé une note de lecture d'un livre écrit par nos collègues du Mali, Bassirou Gueye et Ali Tunkara de l'université de Bamako, qui s'intitule Le djihad à Massina dans le centre du Mali. C'est un livre très intéressant qui pose la question suivante: est-ce que le djihadisme qui se développe à Massina viendrait d'un discours, en tout cas d'une adhésion à un discours religieux, ou bien c'est une manifestation de problèmes socio-économiques et socio-culturels beaucoup plus complexes? C'est un livre qui a été publié en 2019 aux éditions de l'Harmattan et on a fait une note de lecture, et j'espère que ce numéro va vous plaire. Et c'était en tout cas de mon côté, c'était un plaisir d'y contribuer, et j'en profite pour remercier les coordinateurs et tous ceux qui m'ont fait plaisir de m'y associer. Coupé. Bonjour, je vais parler de mon article sur la spécificité de l'engagement djihadiste féminin que j'ai écrit pour la nouvelle revue dirigée par Farid El Asri, Afrique en mouvement, consacrée à ce thème pour son numéro 2. Je vais juste préciser que dans mes recherches, je différencie le motif explicite et le motif implicite. Explicite, c'est la façon dont les femmes vont justifier leur engagement, par exemple en récitant des versets du Coran, ou voilà. Et puis le motif implicite, c'est plutôt des raisons inconscientes qui expliquent que le discours djihadiste est fait autorité sur elle parce qu'il a répondu à des besoins, à des idéaux. En fait, le discours djihadiste a fait autorité parce qu'il a fait sens sur la personne et donc sur la femme aussi. Et moi, je vais essayer d'analyser avec une longue recherche interdisciplinaire pourquoi ce discours djihadiste a répondu à ses attentes, en fait, selon son parcours, en croisant donc des disciplines différentes, l'anthropologie, mais aussi la sociologie, la psychologie, même la psychanalyse, et bien sûr l'aspect parcours culturel et culturel. Alors, pour vous donner quelques éléments comme ça à l'oral, le
processus qui mène à l'extrémisme violent, le processus de radicalisation comprend une approche émotionnelle, une approche relationnelle, une approche idéologique, et ces trois dimensions mènent à un changement cognitif chez la personne, c'est-à-dire un changement de vision du monde. Et dans l'article, je montre que les femmes ont le même type d'approche de dimension relationnelle, c'est-à-dire que une fois qu'elles sont radicalisées, la fusion au sein du groupe, l'impression d'être les mêmes, de se comprendre, de ressentir les mêmes sentiments, l'investissement aussi du groupe radical comme le seul espace de sécurité, qui a du discernement, qui voit la dégénération du monde mieux que les autres, etc. Ce sentiment de cette dimension relationnelle est la même que chez les hommes. Je ne trouve pas de spécificité chez les femmes. Pour la dimension émotionnelle, c'est-à-dire la dimension anxiogène, là où le discours djihadiste va faire peur aux gens qui l'écoutent pour qu'ils n'aient plus confiance en l'humain, qu'ils n'aient plus confiance dans ces anciennes grilles de lecture de la société et in fine qu'ils n'aient plus confiance en la loi humaine. L'approche émotionnelle anxiogène amène à surinvestir la loi divine comme une solution globale. Cette approche émotionnelle anxiogène, elle est différente selon les femmes converties que chez les femmes, envers les femmes de familles musulmanes. Elle va plutôt utiliser des arguments théologiques pour les musulmans avec la notion de tawhid et de shirk revue à la sauce djihadiste, alors que chez les non-musulmanes va plutôt utiliser des aspects de la théorie conspirationniste et complotiste. Vous verrez comment je le développe. Ensuite, au niveau idéologique, on retrouve chez les femmes la même individualisation des motifs d'engagement, c'est-à-dire que le discours djihadiste a su faire sens sur les femmes de façon individualisée. On retrouve la recherche d'un monde meilleur que nous avons appelé Daeshland de façon très forte chez les femmes. On retrouve aussi la notion de sauveur, c'est-à-dire le fait de pouvoir intercéder auprès de 70 personnes pour les sauver. Chez beaucoup de femmes, notamment de classe moyenne et de familles non musulmanes, qui pensent pouvoir sauver ceux qu'elles aiment de l'enfer malgré qu'ils ne soient pas musulmans ou pas pratiquants. On retrouve bien sûr les motifs humanitaires, les mères Teresa. Tout ça, ce sont des motifs d'engagement mixtes, bien sûr. Et on retrouve un motif spécifiquement féminin que nous avons appelé la Belle au bois dormant, qui est en fait non pas la recherche de mariage, motif explicite, mais quelque chose de plus profond, une recherche de protection. Le discours de djihadiste a fait miroiter l'illusion que les femmes seraient protégées dans leur système de société, avec une négation du corps, une négation de l'individu, avec une interdiction de la mixité, comme vous le savez, mais on s'aperçoit que ces femmes qui finalement adhèrent à cette illusion sont des femmes qui ont pour 90% vécu des abus sexuels non traités dans la petite enfance, bien avant la radicalisation. Et vous voyez, ça croise avec les enquêtes sociologiques de la nouvelle vague, de pouvoir enfin parler des abus sexuels des femmes de façon plus libre. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. On s'aperçoit aussi que la sortie de radicalisation est plus facile chez les femmes parce qu'elles sont détectées plus vite, parce qu'elles s'engagent pour des motifs qui sont plus éloignés de la motivation réelle du groupe terroriste, et parce que les a priori sexistes des institutions fait que ils vont plutôt les faire suivre par des éducateurs et des psychologues, et alors que les garçons ils les voient comme des gens très dangereux qu'il faut simplement surveiller. Donc vous découvrirez les détails de ces données dans cet article. Au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Je suis chercheur associé à l'IR, dont je suis également lauréat en sciences politiques. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ma contribution à la deuxième édition de la revue Afrique en mouvement, pour laquelle j'ai contribué à la section coupé-décalé. Donc j'ai choisi de faire mon papier sur une série de bandes dessinées créées par un collectif arabe avec des artistes provenant du pourtour méditerranéen,
donc qui s'appelle Ta'mur Bouta. J'ai choisi de voir leurs deux séries qu'ils proposent en format papier, qu'ils proposent sur internet, mais qui sont également mises en avant sur YouTube au travers de bandes dessinées sous forme de vidéos. Donc elles sont disponibles en arabe, en darija et enfin en anglais. Donc personnellement je vous conseillerais de consulter la version en darija qui est vraiment immersive. Donc la première série s'appelle Tales from the Front Lines et suit l'histoire de quatre jeunes hommes, donc 2 Marocains et 2 Jordaniens. Et ça nous permet un peu de voir leur trajectoire qui fait qu'ils atterrissent dans les rangs de Daesh. Et d'un peu voir que ces jeunes-là n'y vont pas tous pour les mêmes raisons. Donc pour certains, il s'agira d'un endoctrinement, pour d'autres, il y aura des raisons pécuniaires, d'autres seront à la recherche d'un vent de liberté qu'ils pensent pouvoir avoir de cette façon-ci. Donc la série commence en suivant chaque groupe dans son pays d'origine, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en Syrie où se déroulera donc la fin de l'histoire. La seconde série de comics que j'ai choisi de traiter s'appelle Shabakat Comics. Donc là, il s'agit plus de voir la dimension d'endoctrinement au travers du prisme féminin. Donc la série suit l'histoire de Damia, une jeune Marocaine ayant été victime d'attentats à Paris et qui se retrouve mêlée contre son gré à un complot terroriste. Et donc ça nous permet aussi de voir ce qui lui arrive et de voir les violences auxquelles elle est confrontée en tant que femme, ce qui la place dans une position encore plus précaire que celle des jeunes du premier comics. Donc je vous invite à consulter le papier s'il vous intéresse et à consulter les supports et donc ces bandes dessinées là qui pourront être d'un grand intérêt. Merci pour votre écoute. À cette édition, le numéro 2 de l'Afrique en mouvement, qui est destiné au extrémisme violent et qui était encadré par le professeur Farid El Azri, m'a permis verser des réflexions, des analyses sur cette thématique, mais dans une autre région, le Sahel, qui était beaucoup moins explorée lorsqu'il s'agit de la production de la violence politique ou de cette violence globale. Et donc j'aimerais bien vous inviter et vous encourager à lire mon papier, parce que j'essaye de répondre à cette configuration de la violence politique à travers les différents acteurs, à travers une analyse qui est le résultat de plus de 12 ans de terrain, 12 ans de travail empirique, et qui m'ont permis d'expliquer cette configuration à partir d'un agenda qui n'est pas que idéologique, sinon un agenda qui est économique et qui est prédominant dans cette production, aux surproduction de violences politiques. L'agenda économique fait allusion directe à toutes sortes de trafics illicites, et notamment le trafic de la cocaïne, des armes, des hommes, et notamment aussi l'industrie des otages depuis 2003, qui ont provoqué un éclatement de la violence, car là, il y a des enjeux qui sont très importants, c'est l'espace, c'est le territoire, lié à la notion de la communauté tribale, et cette communauté tribale aussi qui est liée au contrôle de ce pouvoir économique parallèle, vu que c'est une région, une région qui ne produit pas des alternatives, d'autres économies, et qui permettra, ou qui peut faire vivre à la population de la région de Sahel. Donc, encore une fois, l'agenda économique est fondamental pour répondre à cette configuration des groupes armés qui se sont multipliés depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et bien sûr, après, il y a des facteurs catalysateurs qui sont fondamentaux, et comment la question ethno-nationaliste aussi, qui va jouer un rôle clé dans cette production de violence, et de là qu'on ne veut pas et on ne peut pas limiter ou simplifier la violence à partir de la regarde de l'analyse de jihad. Dire que le Sahel fait un appel direct au jihad, c'est complètement simpliste et très réduit comme analyse, et de là qu'on considère qu'il faut élargir la réflexion à d'autres facteurs qui sont beaucoup plus importants pour comprendre qu'est-ce que fait courir les groupes armés de la région du Sahel.